Jean Gastet, vous êtes le président du 121e congrès qui se tient cette année à Montpellier. Et le thème, c'est la famille. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce sujet et nous dire pourquoi et comment vous avez choisi ce thème? Le thème de ce congrès est tourné vers famille et créativité notariale, accompagner les tribus d'aujourd'hui. C'est fondamentalement, ce qui est d'important, c'est de regarder la famille sous un angle différent, c'est-à-dire les tribus familiales. C'est simple, c'est que autrefois on se mariait et on mourait sous son clocher. Aujourd'hui, ça a un peu disparu. Les gens bougent, ont plusieurs vies dans une vie. On se marie, on se remarie, on divorce, etc. Et puis les enfants, ils ont une place un peu différente aujourd'hui. L'autorité du patriarche, elle est plus tout à fait la même. Les enfants, ils veulent avoir un dialogue simple avec les parents, les grands-parents. Et tout ça, ça a un peu modifié. Alors c'est 1968 qui a un peu provoqué les choses, mais aujourd'hui la loi elle suit ce mouvement d'évolution d'une société. Et en fait, il a fallu que je choisisse le thème du congrès, je me suis posé la question. En 1999, l'un des congrès avait réfléchi à demain la famille. 99, 2025, 25 ans. Je me souviens, en un quart de siècle, c'est une génération qui vient de passer, et c'est de se poser la question comment les familles ont évolué. La famille, c'est un terme générique qui parle à tout le monde. Tout le monde a une famille, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un autre sujet. Mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire, il faut regarder la famille sous un angle un petit peu différent, avec des liens différents. Aujourd'hui, on peut être parent, d'accord, sans avoir eu de relation physique avec quelqu'un. Une mère peut avoir une procréation médicalement assistée avec tiers donneur et donc elle peut mettre au monde un enfant. La loi bioéthique d'août 2021 le permet. C'est nous qui constatons ça aujourd'hui, nous notaires. Ça change quand même beaucoup notre relation à la famille, et donc il était temps de se poser et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on regarde les tribus familiales? Et c'est volontairement que j'ai utilisé le terme de tribu pour montrer un lien nouveau avec les personnes dans un cadre familial. Voilà. Donc cette idée, c'était de dire, posons-nous, regardons les textes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont cohérents, pas cohérents, est-ce que tout fonctionne bien, et puis comment on peut dire il y a des choses fondamentales, ça c'est les principes fondamentaux de la famille, et puis laisser une certaine liberté d'orientation dans l'organisation de sa vie de famille pour chaque famille qui la vit différemment. Et donc chaque tribu a sa relation particulière entre les différents membres, et on peut pas dire qu'il y ait une façon de faire qui soit meilleure que l'autre. Après, il y a des grands principes sur lesquels la société n'a pas à revenir. Voilà, c'était un peu mon idée, et donc j'ai proposé à l'équipe du congrès que j'ai constitué, des membres extraordinaires qui pendant 2 ans bénévolement, on travaille pendant 2 ans bénévolement pour faire évoluer le droit, et faire évoluer le droit pour que ce soit le plus cohérent possible avec les attentes de notre société. Et ça, on le sait, les attentes de notre société, parce que ça vient principalement de nos études. Tous les jours, le nombre de clients qu'on reçoit est énorme, et puis on rentre dans l'intimité des familles et on les accompagne dans leur évolution. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème en disant pourquoi maintenant plus qu'avant. C'est parce que justement on est arrivé au terme de certain nombre de législations et que là faut se poser. Et puis il faut se poser les bonnes questions en disant quels conseils on doit donner aux familles, comment on les accompagne au mieux dans leur vie de tous les jours. Justement, les gens vous connaissent les notaires comme ceux qui pratiquent le droit de la famille. C'est peut-être le droit le principal que vous exercez dans vos études. Alors, vous avez dit les gens, vous les voyez souvent. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la famille a besoin d'être un peu plus protégée? Alors la famille, je ne sais pas si elle a besoin d'être protégée, elle a besoin d'être mise en exergue. Pour une organisation d'une société paisible, la première organisation qui vous apprend la sociabilisation, c'est votre famille. Et alors je ferai pas de sociologie, je me permettrai pas, mais on s'aperçoit que quand on a une famille qui a été équilibrée, où les choses ont été paisibles, on crée des enfants paisibles. Et donc on crée une société paisible. Alors
tous les maux ne sont pas résolus, évidemment, dans la famille. Ce serait exorbitant de le penser. Mais il n'en demeure pas moins que si vous êtes dans cette hypothèse-là, vous commencez bien votre vie. Quand vous êtes un enfant équilibré, qui a eu de l'amour de ses parents, eh bien, vous commencez particulièrement bien votre vie. C'est essentiel dans une société. Et c'est pour ça qu'il faut défendre cette idée d'avoir une famille. C'est vrai qu'on a l'idée de Sartre qui disait famille, je vous hais, mais il haïssait le rôle sociétal, le rôle social de la famille, en disant que c'était une contrainte. Or, en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout une contrainte, la famille. Ça peut être justement le lieu où on apprend des choses et où on réfléchit différemment. Dans une des commissions, donc dans les parties qu'on travaille, les équipes la travaillent, il y a 3 parties, 3 commissions, dit-on chez nous, et il y a une partie qui s'appelle l'entraide familiale. J'ai souhaité qu'on abandonne ce terme qui est complètement galvaudé de solidarité. La solidarité, elle est vendue à toutes les sauces. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire du tout. En gros, on donne de l'argent à quelqu'un, puis on dit il se débrouille avec. Non, l'entraide familiale, c'est vraiment de dire on s'aide, on tire ceux qui sont autour de vous des embarras, on l'aide pour qu'ils soient meilleurs et que peut-être ils te le rendent plus tard. Un enfant, quand on le met au monde, il a besoin de vous. Et quand le parent arrive à la fin de sa vie, il a besoin de son enfant. Voilà, c'est de l'entraide. Et ça tire les gens vers le haut. C'est pour ça qu'il faut préserver ce lieu qu'est la famille, qui est un lieu de sécurité et de moyens de grandir. Et donc, il faut plutôt dire famille, je vous aime, plutôt que famille, je vous hais. Vous avez parlé de vos 3 commissions, la première sur la naissance de la famille, la deuxième, la vie de famille, la troisième, le décès, sur le décès, la fin de vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu et nous parler aussi de la naissance de famille, parce qu'on peut se demander pourquoi on aurait besoin d'un notaire lorsqu'on a un enfant qui naît. Alors, les 3 commissions, effectivement, j'ai voulu les faire assez simples en disant on suit un parcours de vie. On naît, on vit et hélas on décède, c'est comme ça, c'est inexorable. Quand la famille naît, effectivement, on commence, ça a été un grand débat, c'était de dire est-ce que je commence par l'enfant ou par le couple. On a commencé par réfléchir au couple. Il faut savoir que 97% des Français considèrent la famille comme étant le plus important par rapport au travail ou au loisir. C'est une source de l'Union nationale des associations familiales. Et du coup, on comprend l'importance qu'a la famille pour, effectivement, les Français en général. Et donc, on commence par le couple. On a une réflexion sur le couple parce que, autrefois, on n'avait que le mariage. Bon. Or, mariage, point de salut. On est passé aujourd'hui, quand vous avez un couple, soit ils peuvent être mariés, soit soumis à un pacte civil de solidarité, soit des concubins. Et en fait, il n'y a pas véritablement d'opposition. Quand on regarde le nombre de mariages, il a diminué par rapport à l'entrée en application du pacte civil de solidarité en 99. Sauf qu'en fait, il a diminué jusqu'à 250 000 et aujourd'hui on a 200 000 PACS. Eh bien, si vous faites l'addition, ça fait 450 000 unions organisées et avant, il y avait à peu près 300 et quelques mille mariages. Donc en fait, on a réorganisé ces couples qu'on avait besoin, et donc c'est plutôt bien. Alors le concubinage reste toujours, mais je dirais c'est un début, ou c'est une façon d'organiser un début de vie de couple. Et le notaire, il est là pour justement, que ce soit dans le partenariat, donc le pacte civil de solidarité, ou dans le mariage, d'accompagner justement ces nouvelles familles qui se créent. Alors soit c'est un jeune couple, soit c'est un couple dans une famille recomposée, voilà. Donc ça, c'était notre première réflexion. Là aussi, il était temps de se repositionner. On sait que le pacte civil de solidarité a des petites organisations d'une vie de couple qui sont pas terribles. Donc on réfléchit à se dire est-ce que c'est toujours une bonne organisation, et s'est posé la question de dire est-ce qu'on doit fusionner un peu les deux. La réponse est clairement non, parce qu'autrement, en fait, vous allez dire aux couples qui trouvent une certaine souplesse à l'adoption de pacte civil de solidarité que non, vous êtes obligé de vous marier. Ou autrement, on supprime le mariage. La suppression du mariage, ce serait la pire des bêtises, puisque c'est une institution qui passe toutes les frontières, etc. Je ne vais pas faire un cours, ça a peu d'intérêt. Et puis, toujours dans cette première commission, on analyse également la naissance de l'enfant. Alors effectivement, vous avez raison, mais qu'est-ce que viennent faire les notaires dans la naissance d'un enfant ?
Nous, on fait pas grand-chose. Ben si, aujourd'hui, justement, je parlais tout à l'heure de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Donc, on reçoit des gamètes, enfin, le couple reçoit des gamètes de l'un ou de l'autre des sexes, et on crée un enfant. Eh bien, aujourd'hui, avec la loi qui nous impose de recevoir ces consentements à la procréation médicalement assistée, eh bien, la loi bioéthique nous a donné le rôle, nous, notaires, de recevoir ce consentement. En fait, on reçoit soit les couples hétérosexuels, soit les couples de femmes ou la femme seule, c'est une nouveauté, lors d'un rendez-vous où ils consentent à recevoir effectivement cette aide médicale à la procréation, où on les informe, non pas du projet parental, parce que la loi nous dit qu'il doit y avoir un projet parental, mais ça, le notaire n'a pas à porter son jugement dessus. Par contre, nous, on informe la famille qui va se créer que, d'une part, l'enfant, quand il naîtra et à ses 18 ans, pourra, lui, demander les origines et les éléments d'identification du tiers donneur. C'est-à-dire qu'il connaîtra. Pour la petite histoire, dans ma région, à Loire-Atlantique, on a les tiers donneurs sont ceux du département, et ces tiers donneurs donnent uniquement dans le département. Et ceux qui reçoivent les gamètes sont du département, sont uniquement des gens qui reçoivent du département. Et si vous réfléchissez jusqu'au bout du bout, potentiellement, eh bien, le tiers donneur peut donner à plusieurs couples, ce qui est assez logique. Et donc, du coup, vous voyez que 2 enfants naissants, dans quelques années, peuvent avoir le même sang, et que c'est un peu dangereux si on ne peut pas connaître ses origines, avec des maladies qui peuvent exister, etc. Et ça, le milieu médical a très bien compris. Et la loi bioéthique est venue justement nous dire maintenant, il faut ouvrir ça. Donc là-dessus, on le dit. Et puis, on rappelle que quand on est dans une filiation d'intention, comme celle-là, c'est inattaquable, ça veut dire qu'on ne peut pas venir le contester en disant « oui, mais moi, j'avais pas de lien avec l'enfant, donc en fait, j'en veux plus ». Non, c'est fait, c'est trop tard. Donc, on intervient notamment dans ces cadres-là pour accompagner les familles. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, on a des relations de filiation qui sont un petit peu différentes et qu'on peut créer d'autres liens, notamment en adoptant l'enfant de son conjoint. Parce qu'en fait, on sait que je suis dans une famille recomposée, j'ai élevé l'enfant de mon épouse ou de mon époux pendant des années. Et puis, tout d'un coup, il faut que je l'adopte. Pourquoi ? Parce qu'autrement, j'ai aucun lien juridique avec lui. Et là, vous vous dites, mais il faut créer du lien pour qu'il devienne enfin mon enfant. Parce que l'amour que je lui porte, il faut que je le formalise juridiquement. Voilà. Donc ça, c'est la première commission. La deuxième commission va avoir à réfléchir à la vie de la famille. C'est cette famille aidante que j'évoquais tout à l'heure, où justement, il faut savoir aider ses enfants. Mais quand vous logez un enfant dans un appartement, vous avez plusieurs enfants, pourquoi j'en loge un et pas les autres ? Ça peut créer des déséquilibres. Comment c'est analysé par le droit ? Et de temps en temps, oui, mais souvent dans les successions, notre frère ou notre sœur a été gentiment logé pendant des années et nous, on n'a rien eu et ça crée des tensions. Donc ça, c'est pas très facile à gérer. Pour gérer les tensions, il faut mieux le voir avant qu'après, faut être clair. Ça, c'est mieux. Ces familles aidantes dans plein de critères. Et puis, c'est aussi de regarder la famille qui hélas, se brise de temps en temps. Ce sont les divorces, les désunions. Ces divorces aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pacifiés qu'autrefois. On n'a plus de statistiques justement sur le nombre de divorces pour une simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, il y a une grosse partie des divorces qui se font par consentement mutuel. Ça veut dire avec l'aide de 2 avocats et du notaire. Et en fait, ces professionnels du droit viennent accompagner justement les familles en disant voilà, vous divorcez, très bien, et comment on va clarifier les choses, comment votre régime va prendre fin, les sommes d'argent, les biens vis-à-vis des enfants, etc. Et donc tout ça se fait avec les avocats de façon assez paisible, beaucoup moins tendue qu'on ne pouvait l'avoir avant. Le législateur, il veut apaiser un peu les choses, c'est plutôt bien au demeurant. Et donc ça, c'est un moyen justement de regarder la vie de la famille un petit peu différemment. Puis on regarde aussi sur une chose un peu particulière, qui est le droit des sociétés et la famille. C'est 2 droits qui se parlent assez mal, en fait. Quand je suis créateur d'entreprise, suivant mon régime matrimonial, je peux pas faire tout ce que je veux dans mon entreprise. Il y a des choses qu'il faut. Donc parfois, ça colle pas très bien. On dit souvent que
avoir sa SCI à 50 ans, c'est essentiel. Si t'as pas ta SCI à 50 ans, t'arrêtes ta vie. Ça vous dit quelque chose. Bon, et ben voilà. C'est de dire, non, c'est peut-être pas toujours utile parce que le droit de la famille et le droit des sociétés, ils ont du mal à se parler. Parfois, il faut que le droit des sociétés évolue, le droit de la famille aussi. Donc, on regarde ça aussi dans la vie de la famille. C'est plutôt assez intéressant. Puis après, on arrive à la famille endeuillée, qui se retrouve devant effectivement une succession à régler. Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut être assez habile, puisque je peux avoir des enfants qui sont issus de plusieurs unions, un conjoint qui n'est pas le parent de mes enfants. Et donc là, la rédaction d'un testament, l'appréhension de chaque bien en particulier est extrêmement important. Vous pouvez décéder à 95 ans, donc avoir organisé votre patrimoine pour vivre vieux, mais pas si vieux que ça, donc il faut l'anticiper. Ou alors vous pouvez hélas décéder très tôt et puis laisser des enfants mineurs qui vont se retrouver dans des situations un petit peu difficiles. Donc on l'anticipe, et notamment parce que dans vos héritiers, vous pouvez avoir un enfant qui a un handicap, et comment, après vous, cet enfant va perdurer, comment son organisation va exister, de son patrimoine, de sa vie de tous les jours, et c'est un peu compliqué. Et puis on aborde un thème qui est toujours assez difficile. On dit toujours que l'indivision, vous savez, l'indivision, c'est détenir un bien à plusieurs. Ça marche pas bien. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas bien travaillé la question avant. Et donc, c'est assez rigolo quand on sait que la presque majorité des Français ont des biens en indivision. De temps en temps, il est peut-être temps de se dire, pourquoi ça se passe pas bien ? Parce que justement, on n'arrive pas à s'entendre et qu'on n'a pas mis les choses claires avant, et du vivant des parents, ou avec une entente. Et c'est là où on s'aperçoit, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'un véritable accord entre les enfants et les parents. C'est plus le patriarche qui décide, c'est le groupe familial, c'est la tribu. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a un vrai besoin d'un nouvel outil qu'on n'a pas pour l'instant dans notre droit. Alors les SCI là-dedans, est-ce que ça aide pas justement à pallier les problématiques de l'indivision ? Alors, ça peut pallier aux problématiques de l'indivision, mais parfois ça peut aller à l'inverse de l'intérêt des membres. Pourquoi ? Parce que, encore hier, j'avais un couple qui vient me voir. Le père avait constitué une SCI dans les années 90, très à la mode à l'époque, et qui détenait des terres agricoles. Et qu'aujourd'hui, en fait, l'un des enfants, le père est décédé, la réorganisation de fait, et en fait, la société devient presque un carcan, parce qu'il voudrait céder quelques terres, il voudrait construire dessus, mais il y a des enfants qui sont aussi des petits-enfants qui sont dans les sociétés, etc. Donc en fait, on serait dans une indivision, on pourrait se faire attribuer, on pourrait racheter juste ces parts-là. C'est plus compliqué parfois. Ça peut être bien, je dis surtout pas le contraire, mais ça dépend des organisations. Dans une société, il y a un intérêt général. Et il faut que l'intérêt général des parents dure avec les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Si l'intérêt est pas le même, c'est un peu compliqué. Donc ça peut être bien, comme ça peut être la pire des organisations. Vous voyez, c'est de regarder ça avec un regard critique, certes, mais en l'appréhendant aussi pour aller dans l'objectif qu'on a envie d'atteindre. C'est pour ça que comme chaque être est unique et chaque famille est différente, il faut pas avoir des a priori en disant on fait ça parce qu'on a toujours fait ça. Non. Ça marche plus. C'était vrai autrefois, plus maintenant, parce qu'on a des modes d'organisation différents. Autrefois, on voyait le notaire lorsqu'on constituait la famille aussi pour signer le contrat de mariage. Alors ça, heureusement, ça se fait encore. Peut-être pas assez à notre goût. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous interrogez les Français mariés, 50% de la population française ne sait pas ce que c'est qu'un régime matrimonial. Bon, ça veut dire que 50% des gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On ne sait pas. Et en fait, c'est ce qui règle leur vie de couple économique, qui est quand même essentiel. Alors vous dites il y a un vrai défaut de connaissance de cette chose-là. Et là, pendant le congrès, on veut justement organiser au moins autour sur la cour d'appel, le département de l'Hérault, au moins, peut-être la cour d'appel de Montpellier, de réfléchir justement à des consultations des familles pour qu'elles viennent nous voir pour réfléchir à ça dans les communes, dans les mairies, pour essayer de dire aux Français, mais venez nous voir, on va vous expliquer ce que c'est que le contrat de mariage. Alors parfois on n'en a pas besoin, parfois on en a besoin. Et en fait, une réflexion s'ouvre aujourd'hui. Le régime légal, ce qui appartient à tout le monde si on n'a pas fait de contrat, c'est la communauté. On met tout en commun. Mais ça, c'était
extrêmement bien quand on avait un couple où l'un des époux n'avait pas d'activité rémunérée. Aujourd'hui, les deux travaillent. Oui, mais peut-être différemment, peut-être avec des montants différents. Donc le régime est plutôt toujours bien. Mais parfois, les deux ont des activités, l'un peut être dangereux, pas l'autre. Et puis, j'ai une vie professionnelle à un moment, mais dans 5 ans, je change, et dans 5 ans, je rechange. Et là, la liberté qu'offre le Code civil, c'est justement de pouvoir changer assez souvent, avec des conséquences peut-être économiques, mais ça, on l'anticipe. Donc, notre rôle, oui, ça existe toujours, le contrat de mariage, oui, il faut se poser des questions, peut-être pas obligatoirement en faire, mais au moins savoir ce à quoi on s'engage. D'accord ? Et ça, c'est personne d'autre que le notaire qui peut dire clairement le notaire ou les autres professionnels. Mais nous, on a ce côté un peu droit de la famille qu'on connaît particulièrement bien. Et on fait la même chose sur les pactes civils de solidarité. Le pacte, vous pouvez le faire ou en mairie ou chez le notaire. Il y a très peu de gens qui le font chez le notaire. On va pas se mentir, c'est pour une raison de coût. Les 380 ou 400 euros que ça coûte, les gens veulent pas les dépenser. Dans un sens, c'est gratuit, entre guillemets, à la mairie. Je dis entre guillemets parce que c'est nos impôts qui le payent. Mais il n'y a aucun conseil juridique. Et là aussi, le couple s'unit, mais sans savoir ce à quoi ils s'unissent. Et dans le régime de Pacs, juste pour un petit exemple, soit je suis sous le régime de la séparation, chacun a ses propres biens, bon, soit parfois les gens cochent la case indivision. Je dis coche la case parce qu'on peut faire un contrat sur un imprimé CERFA. Votre vie de couple se résume à un imprimé CERFA. Ça me laisse complètement dubitatif. Et alors les gens disent, bah oui, on a coché ça parce qu'on trouvait que ça faisait bien, puis on veut tout partager. Ouais. Mais quand tu achètes ta moto, monsieur, la moitié de ta moto appartient à madame. Et vice versa. Ça peut être madame qui a la moto. Et souvent, vous leur dites ça. Vous dites, non, mais t'as pas le droit de vendre la moto, il faut l'accord de l'autre. Ah bah non, mais chacun fait ce qu'il veut. Eh non, c'est pas ce que vous avez coché. 100% sûr qu'ils sont pas au courant. Voilà. Donc s'il y a personne leur dit, mais comment voulez-vous qu'ils le sachent? On va se mettre à leur place, c'est normal. Oui, oui, effectivement. Et sur la fin de vie, il y a donc une commission. Est-ce que vous allez aborder un peu certains sujets? Aujourd'hui, il y a une loi qui est en cours d'être préparée ou d'aller de nouveau devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette loi ou... Alors, on n'a pas abordé cet aspect qui est assez éthique, je vais être honnête, qui relève pas de notre champ de compétences ou pas complètement. Sur cet aspect-là, j'aime à rappeler qu'on a déjà une loi qui est pas tellement connue aujourd'hui de directive anticipée. Et clairement, moi, quand je fais des mandats de protection future, c'est-à-dire que je dis, le jour où vous ne serez plus capable, qui gérera votre patrimoine, plutôt que de passer devant le juge, je fais un contrat, un mandat de protection, et je dis, ce sera mon enfant, tel enfant, qui gérera mes biens ou qui gérera ma personne, qui organisera ma vie, et je suis toujours pas mort. Et généralement, je dis aux gens, mais faites aussi des directives anticipées. Pas difficile, c'est que dès à présent, vous pouvez dire, est-ce que je veux de la réanimation, pas de réanimation, comment ça se passe et comment ça s'organise. Vous allez sur le site Amélie, chacun y a accès et les médecins en fait regardent ce compte-là. Rien que d'appliquer ce texte qui existe, clairement, je suis pas tout à fait sûr que les Français l'aient tous fait et je suis même pas sûr que les Français sachent qu'ils peuvent le faire. Et quand vous en parlez, moi je le fais à tous mes clients. J'ai dit, mais attendez, on va aller regarder. Moi, je suis pas médecin, c'est pas mon rôle, mais vous en parlez avec votre médecin généraliste qui va vous accompagner dans ces choix-là, vous expliquer ce que c'est. Rien que d'appliquer ce texte-là, très clairement, on aura déjà fait un beau travail plutôt que, après, la fin de vie, c'est un autre sujet. Mais déjà, c'est une partie qui est extrêmement importante. Et rien que ça, si on pouvait le faire, ce serait extraordinaire. On l'aborde pas complètement pour une simple et bonne raison, c'est que, ces textes sont encore mal appliqué. Donc pourquoi voulez-vous que je dise qu'il faut appliquer un texte qui est mal appliqué et de réfléchir sur un texte qui peut-être intéresse une partie de la population, c'est pas faux, et quand on est au soir de sa vie, on s'inquiète beaucoup. Maintenant, il faut commencer par le texte existant. Il n'est pas encore critiquable parce qu'il n'a pas encore assez d'application.
l'IA et la famille, est-ce qu'il y a une importance pour la famille, l'intelligence artificielle, et comment vous, en tant que notaire, vous l'appréhendez pour la famille? Alors pas que dans le domaine de la famille, on l'appréhende dans tout notre domaine de compétences. Il est évident que plus la loi est technique, plus on a besoin de connaissances et l'IA peut nous y aider. Alors, quelle est la relation entre IA et les droits de la famille? Ben, ça va être assez simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'IA, ça vous donne des informations, mais elles sont parfois déshumanisées. Or, je le disais tout à l'heure, chaque individu est unique, chaque famille est différente. Et qui mieux que le notaire va pouvoir, connaissant les personnes, connaissant les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins, les cousines, accompagner ces familles? Mais en fait, on va humaniser toute l'informatique et toute la connaissance qu'il peut y avoir. Cette connaissance, l'IA va la gérer. En disant, bah voilà, j'ai tel et tel point, j'ai telle société, tel bien immobilier, ça vaut tant, est-ce que la valeur est juste, etc. Ok, on va tout fusionner. Mais derrière, ce qu'on va faire, c'est l'adapter à la famille. C'est-à-dire qu'on va vraiment donner les conseils tout à fait personnalisés. C'est pas à toi ou à un autre, c'est toi, c'est cette solution-là. Toi, c'est cette solution-là. Et l'IA va nous permettre, justement, nous, de choisir, de présenter les différents choix, etc. Et généralement, quand on regarde l'IA, c'est toujours ça. Est-ce que vous voulez une approche plus sociologique, plus technique, plus ceci, plus cela? Et en fait, l'IA, elle ne sait pas. Elle sait pas, elle connaît pas les individus. Vous pouvez donner autant de précision que vous voulez. Tout d'un coup, il y a un individu qui va vous dire « Non, mais ça me plaît pas. » Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Parce que j'ai pas envie de ça. Oui, mais ce serait la meilleure méthode économique, fiscale, etc. Oui, mais ça m'intéresse pas. C'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Donc, notre rôle, ce sera vraiment, et c'est le verbe essentiel, c'est le verbe accompagner. C'est un mot qui est extrêmement fort de sens, parce que ça veut dire qu'on prend une personne et on la suit au cours de sa vie. Qu'elle naisse, qu'elle soit en couple, qu'elle divorce, qu'elle décède. Ben, on a toujours accompagné. Alors, le notaire, il est comme tout le monde, hein, il commence son activité et puis il la termine au moment de la retraite. On n'a pas une longévité de 70 ou 100 ans. Mais le notariat existe et lui, il a cette capacité de rester dans les générations. Donc ça, c'est une chose extraordinaire. Et pour ça, l'IA, ben, ce sera un complément de notre connaissance, à charge pour nous de l'adapter, de savoir justement l'appréhender avec tout l'œil critique qu'un juriste connaît. Quels sont les enjeux de ce congrès? Les enjeux, c'est d'essayer de faire comprendre que le droit de la famille, s'il a évolué, il y a des règles de principe sur lesquelles tout le monde doit être d'accord, c'est les règles d'ordre public qu'on va fixer, mais aussi de laisser à l'autonomie de la volonté, à la liberté de chacun, d'organiser cela et de l'anticiper, de connaître le droit de la famille. Très souvent, on disait c'est le code civil qui gère tout pour nous. On mourait, on n'avait pas besoin de faire de testament, la loi fait tout pour vous. Ben, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que il faut justement anticiper, réfléchir plus qu'avant. Et ma volonté, c'est de faire comprendre à tous que la loi peut quelque chose pour eux, mais que c'est eux qui décident. C'est leur famille, c'est leur individualité, et que chacun est libre de choisir. C'est rare quand même. Quand on a de l'espace de liberté, ben, exprimons notre liberté, ce serait merveilleux que tout le monde puisse le faire.